Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Eliane Toin, je travaille à Réseau Réussite Montréal comme agente de développement et de liaison. Puis je travaille surtout en fait sur les dossiers de conciliation études-travail. À temps partiel, je suis aussi psychoéducatrice dans un centre d'éducation pour adultes. Puis l'année dernière, j'ai terminé un doctorat qui porterait entre autres sur le rôle du travail au secondaire parmi un échantillon de jeunes à haut risque de décrochage scolaire. Donc, ça me fait particulièrement plaisir d'être parmi vous ce matin pour aborder ce sujet-là avec vous et nos experts invités. Pour ceux qui ont assisté à la journée même au webinaire, vous constaterez que je refais l'enregistrement du début. En fait, on a eu des petits problèmes techniques, donc je vais enregistrer, j'ai enregistré le début du webinaire parce qu'on tenait quand même à bien contextualiser la raison pour laquelle on avait décidé de choisir le sujet de la conciliation études-travail pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je me lance direct dans le sujet. ARM, ça fait depuis longtemps que s'intéresse aux enjeux de conciliation études-travail. Ça a été au cœur de dossiers thématiques qui ont été publiés dans le passé. On a aussi été impliqués dans des projets avec nos partenaires. Puis, dans le contexte actuel, on parle d'un temps post-pandémique dans un contexte marqué par une pénurie de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi où il y a plusieurs postes disponibles avec des salaires parfois avantageux, marqué aussi par une inflation importante qui ajoute la pression économique sur les familles. Dans ce contexte-là, les enjeux de conciliation études-travail, c'est devenu une priorité cette année à Réseau Réussite Montréal. Donc, pour ces raisons-là, on a refait notre dossier thématique, on l'a mis à jour pour parler de la situation actuelle, mieux la comprendre et proposer des pistes d'action. C'est un dossier qui va vous être envoyé dans, avec le lien d'inscription, puis avec les autres sources pour aller plus loin. Donc, vous pourriez y avoir accès. Vous allez voir, c'est ça, ça a été mis à jour, puis c'est disponible depuis cette semaine. Puis, on a aussi fait l'organisation de ce webinaire qui vise à peu près les mêmes objectifs que le dossier thématique, c'est-à-dire d'éclaircir le portrait de la situation, de mieux connaître les enjeux, surtout avec la nouvelle loi qui approche, puis d'avoir le regard d'experts sur la problématique. Puis c'est important de jumeler à ça que depuis longtemps, ça s'observe même avant le début de la pandémie, mais les jeunes sont de plus en plus nombreux à travailler pendant leurs études secondaires. Puis non seulement sont de plus en plus nombreux, mais sont aussi de plus en plus jeunes. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on a décidé de parler des jeunes en bas de 14 ans qui sont sur le marché de l'emploi. Donc, on va pouvoir discuter tout ça avec nos 3 panélistes invités. Puis, pour la prochaine section, là, je vais vous parler du projet de loi qui s'en vient. Puis après, ça va être la partie avec les panélistes. Merci. Comme vous êtes probablement au courant, il y a un projet de loi qui va bientôt être déposé pour revoir la réglementation sur le travail des jeunes. Puis, ces recommandations-là, en fait, s'appuient sur des recommandations qui ont été faites par le CCMT, qui est le comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Donc, le CCMT a pris contact et a été allé consulter plusieurs acteurs importants du milieu des milieux d'éducation, de l'emploi et aussi des milieux du droit. Puis, sur cette base-là, a fait des recommandations qui sont disponibles. Là. Je vous invite à aller les consulter sur le site du CCMT, mais si vous voulez, je peux vous les résumer quand même brièvement. Donc, les 3 principales recommandations pour ce qui est du travail des jeunes, ce serait premièrement d'interdire le travail en bas de 14 ans, avec potentiellement des exceptions, mais qui, en règle générale, ce soit interdit pour les jeunes de 14 ans de travailler. Une autre des recommandations, c'est celle de limiter le nombre d'heures pour les jeunes en obligation de fréquentation scolaire. Donc là, on parle des jeunes de 14 à 16 ans. Puis, ce qui est mis de l'avant, en fait, ce que le CCMT recommande au final, c'est qu'il y a un maximum de 17 heures de travail par semaine en période scolaire. Donc ça exclut la période des fêtes, la période estivale. Puis, il s'ajoute à ça aussi une autre restriction parmi les recommandations, c'est celle de limiter le nombre d'heures à 10 heures pendant la semaine. Donc, du lundi au vendredi, de limiter les heures à 10 heures chez les jeunes de l'âge de 14 à 16 ans. Comme je l'ai mentionné, je vous invite à aller consulter le rapport du CCMT si c'est des enjeux qui vous intéressent. Par contre, on va pouvoir revoir ces questions-là avec nos panélistes un peu plus tard dans le webinaire. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que même si c'est une bonne nouvelle, qu'il y a une nouvelle réglementation, qu'on voit l'encadrement des jeunes, la loi à elle seule ne va pas tout régler. Fait que c'est important de continuer la sensibilisation, la mobilisation
parce que c'est des enjeux complexes qui méritent l'attention de plusieurs acteurs pour protéger nos jeunes. Avant de passer à nos panélistes, puis à une petite ronde de questions, je voulais aussi spécifier que ce matin, le webinaire a lieu dans la semaine des Journées de la persévérance scolaire. C'est pour ça que je suis vêtue de vert et que j'ai, oups, de ce côté-ci, mon petit ruban. Donc, on est dans les semaines de la persévérance scolaire. Puis en plus, aujourd'hui, on est les jeudis persévères. C'est pour ça que j'ai des vêtements verts. Puis si vous percevez, si vous décelez du vert parmi nos invités, c'est pour cette raison aussi. OK, là, on va avoir des petites questions pour briser la glace, mais avant, juste vous rappeler que le webinaire va être disponible en rediffusion, comme je vous l'ai mentionné, puis qu'il va y avoir une période de questions qui va avoir lieu à la toute fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, on vous invite à les inscrire dans l'onglet Q&A, questions et réponses, questions and answer qui est en bas. Puis, j'ai quelqu'un de mon équipe qui va colliger les questions que vous avez posées, puis on va pouvoir les transmettre à nos panélistes vers la fin du webinaire. Sinon, une autre mention, on remercie les participants qui nous ont posé des questions dans le formulaire d'inscription. Ça nous a inspiré à élaborer nos questions pour nos panélistes. C'est toujours apprécié de le faire. Si jamais on ne les coupe pas à l'intérieur du webinaire, n'hésitez pas à les remettre dans le Q&A. On va pouvoir les aborder à la fin du webinaire. Alors, maintenant, comme je vous disais, on a des petites questions quiz pour briser la glace. En fait, on va vous demander de vous replonger dans la situation actuelle. On a parlé des prévisions de la nouvelle loi, mais en ce moment, ce n'est pas les lois en vigueur. Ce n'est pas des questions pour vous évaluer, c'est juste pour briser la glace puis voir où on en est, c'est quoi les connaissances en général sur ce qui est possible de faire en termes d'emploi chez les jeunes au Québec en ce moment. Donc, je vais sans plus tarder vous lancer la première question à laquelle vous pouvez répondre. Ça va être des choix de réponse. Alors, la première question, c'est est-ce qu'un enfant de 8 ans peut travailler au Québec? Est-ce qu'on est prêt pour afficher? OK, on voit que c'est quand même partagé. On a 38 qui nous mentionnent que oui. On a une majorité qui nous dit que non, 55 puis il y a 7 qui ne sait pas. Alors, la réponse, en fait, c'est qu'au Québec, oui, un enfant peut travailler. Un enfant de 8 ans peut travailler en autant qu'il ait le consentement de ses parents. C'est une situation quand même spéciale. On va pouvoir en reparler un peu plus tard avec notre premier invité, qui est M. Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, avec nous, on va pouvoir faire un tour de table sur ce qui est sur la table en ce moment, puis de voir qu'est-ce qu'on pourra faire dans le futur. J'ai une deuxième question. Merci de vos réponses. Est-ce qu'un employeur est tenu de donner congé à un jeune employé la veille d'un examen? Je vous invite à y répondre, puis on va voir ensemble après la réponse. Alors ici, on a 15 des personnes, des participants qui nous répondent que oui, l'employeur est tenu de donner congé. Puis on a quand même une majorité de personnes qui nous disent non. Puis en fait, la réponse, c'est vrai, c'est non. Un employeur n'est pas tenu de donner congé la veille d'un examen. Ça ne fait pas partie des réglementations en vigueur. Par contre, ça fait partie des recommandations, des bonnes pratiques à appliquer pour une bonne conciliation études-travail. Puis ça, on va pouvoir parler des bonnes pratiques prometteuses puis porteuses pour la persévérance scolaire des jeunes avec notre deuxième invitée, qui est Diane Langlois, vice-présidente des affaires publiques et relations gouvernementales de la Chambre des commerces du Montréal métropolitain, et avec notre troisième invité, qui lui est Pierre Gingras, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi d'Antique-Cartierville. Il nous reste deux petites questions. Je vous envoie la prochaine maintenant. À Montréal, en 2016, combien de jeunes de moins de 14 ans étaient en emploi? Et qui est un peu plus embêtante, celle-là. Et puis, ça apparaît dans les réponses que vous nous avez données, c'est très partagé. On a 37 le tiers à peu près des répondants qui nous disent que c'est 7 l'autre tiers qui nous disent que c'est 19 24 à 33 puis 5 à 54. La réponse, là, selon des données de 2016-2017, de l'enquête des élèves montréalais, pardon, je vais répéter pour bien la nommer, selon l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire de 2016 à 2017, qui a été faite en 2016-2017, c'est 33 des Montréalais qui occupaient un emploi pendant l'année scolaire. 2016-2017, c'est le contexte avant la pandémie, avant la pénurie de main-d'œuvre, donc ça a probablement augmenté, mais c'est les informations qu'on avait selon les données de cette étude-là. Puis en fait, si ça vous intéresse, on en a d'autres dans le dossier thématique
sur la conciliation études-travail que RRM vient de faire, là, puis qu'on va vous l'envoyer. OK. Une dernière question maintenant, avant de passer à nos invités. Est-ce qu'un jeune de moins de 16 ans au Québec peut être au travail à 23h30? On est encore divisé ici. Il y a la moitié des personnes qui répondent, la moitié des personnes qui ont répondu oui, l'autre non. Ici, la réponse, c'est non. Selon les lois en vigueur en ce moment, un jeune qui est en obligation de fréquentation scolaire, là, donc en bas de 16 ans, doit être à la maison entre 23 heures et 6 heures. Donc, l'employeur doit s'arranger pour que le jeune puisse être rendu chez lui puis dormir un 7 heures, là, donc de 23 heures à 6 heures. Il y a quelques exceptions, on pourra potentiellement les voir, mais c'est les questions qu'on va tout aborder durant la prochaine heure et demie ensemble. Maintenant, je vais inviter nos panélistes, nos invités, nos experts à ouvrir leur caméra parce qu'on va bientôt commencer la ronde de questions. Puis juste avant, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&A en bas de votre écran. Alors, si on commence, on va parler de la situation actuelle. Comme on l'a mentionné en introduction, on voit que la prévalence des jeunes qui travaillent est plus élevée aujourd'hui, puis la prévalence des jeunes de plus en plus jeunes aussi est plus élevée. Donc, les jeunes ont plus enclin à travailler aujourd'hui qu'ils n'étaient auparavant. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Puis, je donnerai la parole pour commencer à Diane. Merci Eliane. Bonjour tout le monde. En fait, malgré, tu en as parlé au début, Eliane, là, dans ton mot d'introduction, mais malgré le ralentissement économique que l'on connaît actuellement, l'inflation, le marché de l'emploi reste quand même très, très tendu. Nos entrepreneurs sont constamment à la recherche d'employés. Et c'est quand même à ce jour la première préoccupation du milieu des affaires. On a effectué un sondage à la Chambre au printemps dernier et la pénurie de main-d'œuvre était un enjeu prioritaire pour 63% des entreprises. Au troisième trimestre, il y avait 246 000 postes vacants au Québec, ce qui positionne le Québec comme la deuxième province au Canada la plus affectée par la pénurie de main-d'œuvre. Donc, naturellement, la pression est telle que les employeurs embauchent de plus en plus de jeunes. Merci beaucoup, c'est éclairant. Et puis maintenant, Pierre, du côté des jeunes, qu'est-ce qui a été observé dans votre pratique en tant que directeur général d'un Carrefour Jeunesse Emploi? Alors, bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Bien sûr, et je continue un peu sur la même ligne que Diane, aujourd'hui dans les supermarchés, les affichages de postes à l'entrée visent directement les élèves et on voit avec le ton qu'on vise les élèves très jeunes. La situation économique, l'inflation, les hausses des taux d'intérêt est une pression importante sur les familles. Alors donc, on voit de plus en plus de jeunes, effectivement, qui travaillent et qui amènent de ce fait une contribution au budget, aux revenus familiaux. Que ce soit des jeunes qu'on a entendu dire « moi, je travaille et je donne une partie de mes revenus directement à la famille pour payer l'épicerie », on a entendu des rénovations, une contribution importante, mais d'un autre côté, pour tous les jeunes qui travaillent, les dépenses de téléphone cellulaire, le branchement Internet, l'accès à certains jeux, c'est tous des dépenses que les jeunes maintenant peuvent assumer par eux-mêmes en travaillant et déchargent effectivement et contribuent aux revenus de la famille. Alors donc, on est dans une dynamique économique qui est très complexe à l'heure actuelle. Merci pour cet avis aussi. Là, ça vient enrichir ce que Diane nous a apporté. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, je vais avoir une question pour Philippe André. En fait, au niveau de la législation actuelle, à travers les questions, on l'a abordé, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer en ce moment sur c'est quoi la réglementation au Québec? Est-ce qu'il y a des écarts avec les autres provinces? C'est quoi les failles? Puis aussi avec les autres conventions à l'international? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Oui, merci beaucoup, Eliane. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de faire court. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'il y a un éventail de dispositions qui viennent régir différents âges pour différents droits
que l'on donne aux jeunes. Évidemment, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que, comme vous l'avez vu dans les petites questions qu'on vous a posées, il n'y a pas d'interdiction du travail des enfants au Québec avec l'autorisation parentale. Ce qu'on a, c'est des prohibitions de travail de nuit, de faire travailler durant l'école, pendant les heures de classe pour les enfants de moins de 16 ans, et une interdiction du travail dit disproportionné qui n'a à peu près pas été interprétée en jurisprudence. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas vraiment de guide pour savoir qu'est-ce qu'on veut dire au juste dans la loi sur les normes du travail quand on parle de travail disproportionné. Il y a la loi sur la protection de la jeunesse aussi, qui prévoit aussi l'interdiction de travail disproportionné avec la même remarque. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence qui est venue l'expliquer, c'est donner des exemples de ce que ça veut dire exactement. Et c'est un motif de compromission, là, cette question-là, qui peut faire donc l'objet d'un signalement à la DPJ. Du côté de la LSST, donc santé, sécurité au travail, il y a certains domaines qui prévoient des âges minimales, donc la construction, les mines, abattre un arbre, mais c'est quand même encore une fois assez limité. Puis tout ça, ben, il faut le placer dans un contexte où est-ce que le Code civil du Québec prévoit qu'à 14 ans et plus, un jeune qui travaille est réputé majeur pour tout ce qui se passe au travail. Donc, le 14 ans, c'est aussi l'âge du consentement aux soins dans le Code civil du Québec. Donc, comme le législateur envoie toutes sortes de messages par rapport à qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit international, tant la Convention relative aux droits de l'enfant que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, puis les conventions de l'Organisation internationale du travail prévoient 3 éléments assez fondamentaux, soit l'importance de fixer un âge minimal. Et les conventions internationales parlent ici d'un âge qui va au-delà de l'âge de la fréquentation scolaire. Donc, les conventions internationales, si on les suit à la lettre, ça serait 16 ans minimum au Québec parce que la fréquentation scolaire obligatoire, je vous l'ai dit tantôt, la LIP, c'est 16 ans. Deuxièmement, fixer un horaire et une durée de travail. Donc, avoir vraiment une durée maximale par semaine du nombre d'heures de travail. Puis, évidemment, aussi une question de travail nuisible. Donc, le fameux travail disproportionné ou nuisible, peu importe, choisissez votre adjectif. C'est sûr, certain qu'il faut comprendre que le Québec s'est dit, a adhéré, a exercé ses prérogatives et a ratifié ces conventions-là. Donc, c'est déclaré lié au niveau international. Et ça, évidemment, présentement, ce que la Commission constate, comme elle le constatait lors de la dernière révision de la loi sur les normes du travail à la fin du siècle dernier, en 1999, lorsqu'on est venu interdire le travail de nuit des enfants, il faut se rappeler que c'est jusqu'en 1999 au Québec, le travail de nuit des enfants était permis. Donc, il faut prendre acte de ça aussi. Et puis, ben, quand on fait l'exercice comparé, puis je finis là-dessus parce qu'évidemment, j'essaie de faire court, mais en gros, quand on compare avec les autres provinces et territoires canadiens, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des âges minimums en Alberta, Manitoba, à Terre-Neuve. Il y a aussi des dispositions où, par exemple, en Colombie-Britannique, on vient distinguer les travaux légers et non légers. On prévoit qu'en bas de 16 ans, un employeur qui désire engager un jeune doit avoir un permis. Donc, l'employeur doit aller chercher un permis en Colombie-Britannique. Ça, c'est un système qui vient juste aussi d'être révisé du côté de la Colombie-Britannique. Donc, quand on fait un exercice comparé à travers le Canada, ce qu'on se rend compte, et il y a aussi des limites d'heures par semaine, ce qu'il n'y a pas au Québec. Il y a des autorisations de travailler, comme je vous le disais, qui sont autres que l'autorisation parentale. Donc, le Québec là, est peut-être pas, disons, à l'avant-garde des dispositions en matière de protection du travail des enfants au Canada et est également en défaut de ses obligations internationales. Merci, Philippe André. C'était une excellente synthèse. Je sais que c'est compliqué, puis c'est un sujet qui m'intéresse, puis on oublie souvent l'implication de la loi de la protection de la jeunesse là, qui peut être impliquée là-dedans. Donc, merci pour cette synthèse, ce résumé. Là, on voit, c'était très complet. Puis merci pour l'exercice de synthèse aussi, parce que c'est quelque chose. On voit que c'est des enjeux complexes. Avec ce que vous venez de nous mentionner, on voit qu'il y a un certain décalage du Québec qui va potentiellement être repris. Outre les recommandations qui ont été faites par le CCMT, sur quoi on devrait s'appuyer pour créer la nouvelle loi? Sur quelle balise? Puis pour répondre à cette question-là, en premier, je vais solliciter Diane. Merci, Liane. Puis merci, Philippe-André, de ce cours en accéléré. J'ai appris beaucoup de choses. Pour répondre à ta question, Liane, on doit se baser sur la conciliation études-travail. Philippe-André en a parlé, l'élément des heures travaillées.
Il n'existe pas présentement de consensus sur la fixation d'un seuil d'heures de travail critique, mais il y a des enquêtes et des études qui indiquent que le risque de décrochage scolaire est directement associé au nombre d'heures travaillées par semaine durant l'année scolaire. Donc, les employeurs, parce que je représente le milieu des affaires, les employeurs doivent s'assurer d'offrir des conditions de travail qui vont favoriser la réussite et la persévérance scolaire. Par exemple, ils peuvent offrir à leurs étudiants employés l'opportunité de modifier leur horaire avec leurs collègues. Également, les employeurs peuvent laisser leurs étudiants employés le choix de se fixer leur propre nombre d'heures maximales de travail selon leurs besoins. Merci, Diane. Maintenant, je vais donner la parole à Pierre pour réagir sur le sujet. Tout comme Diane, je pense que la conciliation études-travail doit être au premier plan. J'ajouterais qu'il faut tenir compte du fait que tous les jeunes ne sont pas dans le même moule. Il y a des jeunes qui sont plus fragiles, il y a des jeunes qui ont plus de difficultés scolaires. Donc, il faut tenir compte d'une panoplie de réalités différentes. Et lorsqu'on met des lois et des règles, il faut qu'il y ait place pour la réalité de tous les jeunes. Il va être important à un moment donné aussi dans le processus d'écouter les jeunes. Et quand on dit écouter les jeunes, on parle de jeunes de 14, 15, 16, 17 ans. Donc, c'est des jeunes qui sont capables de s'exprimer sur leur réalité. Et j'ajouterais à ça qu'un élément aussi qui est important, c'est que ce soit un dossier de société. C'est-à-dire d'impliquer, oui, les jeunes, les parents, mais les écoles, les groupes communautaires, les maisons de jeunes. On parlait dans une autre discussion de campagne sociétale. Il y a un mouvement de société et des acteurs dans les communautés qu'on doit mobiliser. Je pense qu'on a manqué la fin. Pierre, je ne sais pas si vous voudrez juste répéter la dernière phrase. Excusez-moi, j'ai peut-être un petit problème d'Internet parfois. Alors, je disais qu'il va être important de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société, de ne pas tout remettre, je m'en rajoute un peu, de ne pas tout remettre sur les épaules des jeunes et des parents, mais d'impliquer le milieu scolaire, le milieu communautaire et les intervenants qui déjà sont en dialogue avec les jeunes. Merci. Parfait, merci pour la précision. Puis pour terminer, Philippe André, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Oui, bien, c'est sûr et certain que pour nous, ce qui est vraiment fondamental, puis c'est ce qu'on a présenté justement quand on a parlé de la consultation du CCTM, puis merci André de l'avoir partagé là, dans la discussion, c'est les données probantes. Et puis, c'est toujours important de s'appuyer. Eliane en a fait ressortir quelques-unes encore une fois dans les petites questions d'introduction. Il faut comprendre que lorsqu'on compare les données les plus récentes qu'on a, puis bon, il commence à dater une petite affaire, mais on a quand même un portrait. On sait qu'il y a une augmentation entre 2010, 2011, 2016, 2017 du travail chez les jeunes. On présume on attend les nouvelles données fraîches, mais on présume que ce constat-là ne va pas aller en baissant avec tout l'environnement que l'on voit. Mais évidemment, on a vu une progression quand même assez importante aussi chez les élèves, encore là, du premier cycle du secondaire, donc première, deuxième et troisième secondaire. Et ça, c'est préoccupant. L'autre chose aussi qu'on a vu comme données probantes, et ça nous vient de la CNSST, c'est une augmentation quand même assez importante du nombre d'accidents de travail déclarés pour les jeunes. Et ça aussi, c'est une donnée probante qui est préoccupante. L'autre chose aussi que l'on voit, puis ça, encore une fois, ça fait partie des travaux et des documents que le Réseau Réussite a mis de l'avant, c'est la question du décrochage scolaire puis de son impact. Donc, encore une fois, les données probantes nous montrent qu'en haut de 10 heures par semaine, mais il y a des impacts, puis encore une fois, en fonction du travail, de la nature du travail qui est occupé. Donc, lorsqu'on cumule ces données probantes-là, puis qu'on s'en sert après ça pour faire une législation, bien, on a une meilleure législation parce qu'elle est appuyée sur des données scientifiques validées, des sondages, des ressources. Puis, je peut-être me permettre d'appuyer Pierre aussi. Ce qui est toujours important là-dedans aussi, c'est d'entendre les jeunes, puis de leur demander aussi eux autres comment ils perçoivent ça, puis comment ils voient ça. Mais c'est sûr, certain qu'ici, ce dont on parle, c'est de donner aussi un temps
à ces jeunes-là pour faire ce qu'on leur demande de faire, c'est aller chercher un diplôme qualifiant et donc de pouvoir réussir leurs études, c'est la valeur fondamentale. Alors, c'est sûr que quand le législateur, quand la société leur envoie un message contradictoire, travail, études, faut se dire que le jeune qui va subir ces pressions-là, ben, ça devient plus difficile pour lui, des fois, d'un peu de persévérer. Et comme on est dans la journée persévère, ben, je tenais à le souligner. Oui, merci Philippe André. Ouais, on met l'accent, là. C'est important pour nous de parler de conciliation études-travail et non travail-études. Les études, l'éducation devrait demeurer la priorité. Merci pour ces idées sur quelle base fonder les prochaines lois, la prochaine loi. Puis maintenant, au niveau de l'application de cette loi-là, quels dispositifs on devrait mettre en place pour s'assurer que les lois soient respectées auprès de nos jeunes? On sait qu'en ce moment, ça fonctionne avec un système de plainte là, qui est reconnu pour être assez complexe à remplir pour un adulte. Là. Fait qu'imaginez pour un adolescent puis potentiellement un jeune de 14 ans. Selon vous, quel système de surveillance on devrait mettre en place? Qu'est-ce qui devrait être implanté pour que que les droits de nos jeunes soient respectés? Puis là-dessus, je vais commencer avec Pierre. Ben, c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait une législation, des réglementations qui soient faciles d'accès. Facile d'accès pour les jeunes. Comme on a déjà dit, les jeunes sont capables de défendre leurs droits et lorsqu'ils sont bien informés, ils sont capables de porter des messages. Toutefois, actuellement, la législation, les mécanismes de plainte sont extrêmement compliqués. Et il faut s'assurer que, outre un discours simple et efficace, que l'ensemble des acteurs soient mobilisés pour accompagner les jeunes dans les démarches, pour que ce soit, et je reviens toujours, le milieu communautaire, le milieu scolaire, mais que ce ne soit pas que les jeunes et les parents qui soient responsables de la démarche. Ces démarches-là, actuellement, sont très, très lourdes dans les mécanismes de plainte. Toutefois, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en embarquant les jeunes dans la discussion et en faisant avec eux et avec les différents acteurs. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, Diane. Ben, je ne contredirai pas mon collègue Pierre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'avancer, soit de ne pas laisser le fardeau sur le jeune. On le dit déjà, c'est compliqué, même pour les adultes, donc il faut les accompagner. Et il faut aussi que les dispositions de la loi soient bien comprises, simples à appliquer. Il va falloir vraiment bien communiquer le processus, le rendre le plus simple possible. Merci, Diane. Puis on va conclure avec Philippe André. Au niveau de l'application, oui. Oui, bien, c'est sûr, certain que j'ai l'évoqué tout à l'heure, lorsque l'on parle là, de, par exemple, les dispositions actuelles, elles prévoient, comme vous l'avez compris, beaucoup de flexibilité parce qu'avec l'autorisation du parent, le jeune peut travailler. On parle de travail disproportionné, c'est quand même assez flou, ça a été peu balisé en jurisprudence. Donc, c'est sûr, certain que lorsqu'on a des règles un peu plus claires, par exemple, un âge minimal, avec le moins d'exceptions possible, on a on a aussi un nombre d'heures maximales par semaine. Bien, ça aussi, c'est facile pour un jeune, pour un parent, pour un employeur, pour un éducateur de savoir à quoi s'en tenir. C'est un nombre d'heures, ça se calcule assez bien. Donc, c'est pour ça que les conventions internationales, les autres provinces, quand on regarde, c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour légiférer sur le travail des enfants. Puis on parle aussi des moins de 14 ans. Hein? Donc, on parle de jeunes de secondaire 1 et 2, 12, 13. Là. Donc, la recommandation du CCTM, c'est 14 et plus. Donc, à 14 ans, au jour de ta fête de 14 ans, tu aurais le droit de travailler. Il faut comprendre, ce n'est pas 15 et plus, c'est 14 et plus qui est proposé. Donc, c'est sûr, certain que ces règles-là d'application, lorsqu'elles sont plus claires, bien, ça fait en sorte que les gens s'autorégulent plus facilement. Et c'est sûr, certain que du point de vue du système de plainte, c'est plus simple. Peut-être ajouter un élément sur le fait que c'est sûr, certain aussi, on place quand même un fardeau sur les jeunes. Il faut responsabiliser les différents acteurs, Mais encore une fois, lorsque on prévoit des dispositions, par exemple, de dire, comme c'est écrit actuellement, que le jeune doit être à la maison à compter d'une certaine heure, l'employeur, il faut qu'il calcule quoi, le trajet d'autobus, si le jeune arrête au dépanneur en venant, à quelle heure se couche. Beaucoup plus simple de prévoir une disposition, comme il y a dans les autres provinces, de dire le travail des jeunes est interdit entre telle heure et telle heure.
Donc, encore une fois, le projet de loi qui va être devant nous va être une occasion en or peut-être de venir simplifier des dispositions comme ça, clarifier, rendre la vie plus facile pour tout le monde. Oui, merci. Je pense qu'il y a un consensus là, au niveau que ces règles-là soient simples, facilement compréhensibles, puis c'est ce qui va aider à leur application. Je vous remercie beaucoup à vous trois pour ce portrait de la situation. Vraiment, là, c'est très instructif. Maintenant, si on passe plus aux avantages, aux inconvénients du travail, aux inquiétudes parmi nos jeunes, mais à commencer par les avantages, parce que depuis tantôt, on parle surtout des inquiétudes, des préoccupations, mais on sait que dans certaines conditions, auprès de certains jeunes, ça peut aussi générer des bénéfices, le travail chez nos jeunes. Donc, Pierre, qui travaille auprès de ces jeunes, qu'est-ce que vous avez pu observer dans votre pratique ou à partir de vos connaissances aussi? Qu'est-ce qu'on peut voir comme bienfait du travail avec limite, là? Et je dirais, tant au niveau de la pratique que des études qui démontrent qu'effectivement, une première expérience de travail avec une conciliation études bien équilibrée, dans un cadre de travail qui permet le développement de compétences, le développement de l'autonomie, du sens des responsabilités, le travail d'équipe. On a même vu dans certaines études, et on le voit avec des jeunes, c'est un élément motivant même au niveau de la réussite scolaire. Quand les deux sont bien imbriqués et que l'équilibre se maintient bien, et que la pression n'est pas là, donc ça devient un choix du jeune de travailler et de travailler un certain nombre d'heures dans certaines conditions en respectant l'ensemble de sa réalité. Et quand on parle de l'ensemble, on parle beaucoup d'études de travail, mais pour les jeunes, il faut parler, comme pour tout citoyen, d'études, travail, famille, loisirs, de l'ensemble de sa réalité. Dans le cas où l'équilibre est bien tenu et que ça se passe bien et qu'il n'y a pas, on pourra y revenir là, de pression au travail, que ce soit des pressions de travailleurs plus âgés au niveau de certaines tâches plus difficiles. L'équilibre peut être très bénéfique pour les jeunes et on voit que c'est même un élément qui appuie la réussite éducative. Toutefois, cet équilibre-là, on le sait, est assez fragile, notamment pour des jeunes qui vivent des difficultés scolaires, des difficultés psychosociales. C'est à évaluer pour et par chaque jeune. Exactement. Puis je sais qu'on a souvent eu des conversations à ce sujet-là, Pierre, ensemble. Là, puis on sait que la balise d'heure, c'est souvent ce qui est mis de l'avant, mais de plus en plus, on parle de contraintes, à quel point l'emploi va être contraignant chez les jeunes au niveau de son développement social, éducatif, tout ça. Puis, c'est pas les mêmes balises d'heure qui vont convenir aux mêmes jeunes. Donc, il faut vraiment avoir cette vision-là nuancée, puis de cas par cas pour les jeunes. Maintenant, Diane, du point de vue des employeurs, vous avez pu avoir comme écho des bienfaits du travail, mais aussi des limites? Oui, les bienfaits, bon, Pierre a bien décrit les bénéfices reliés au travail pour les jeunes. Le volet que j'aimerais aborder, c'est la responsabilité des employeurs, encore une fois, de bien former et de bien soutenir les jeunes. Autant ça peut être très valorisant de travailler, autant si le jeune n'est pas bien formé, ça peut avoir un effet contraire, un effet néfaste sur son estime de soi, sur sa confiance. Donc, on voit de plus en plus de jeunes dans le milieu de travail, où parfois, ben, peut-être que la formation qu'on donne à un adulte avec une certaine expérience, naturellement, n'est pas la même pour un jeune travailleur. Et ils peuvent être devant des clients qui sont insatisfaits parce que les clients vont s'attendre au même niveau de service qu'un adulte ou que quelqu'un d'expérience. Alors là-dessus, je pense que les employeurs doivent vraiment bien encadrer nos jeunes. Nos jeunes doivent pouvoir travailler en toute sécurité également. Donc, il y a effectivement des bénéfices à ça, en autant que ça soit bien fait, ça soit bien encadré de la part des employeurs. Merci, Diane, pour ce retour, là, puis ce que j'apprécie, c'est qu'on parle souvent de la sécurité physique, des dangers sur la santé des jeunes, parce que ça s'évalue facilement, mais il ne faut pas oublier la santé psychologique puis la pression qui peut être mise, que c'est vraiment éclairant. Justement, pour renchérir sur ce que Diane nous a apporté,
c'est quoi les inquiétudes chez les jeunes? Puis là, on va se recentrer sur le webinaire qui est en bas de 14 ans, donc des jeunes là, entre 11, 14. Qu'est-ce qui nous inquiète particulièrement quand ces jeunes-là travaillent? Puis je vais commencer encore là avec Pierre. C'est de s'assurer que les employeurs sont prêts à accueillir dans leur milieu de travail des jeunes aussi jeunes. Chez nous, on parle souvent des jeunes, de nos plus jeunes. Qui sont en développement, qui sont en réalité scolaire souvent de transition. Ils viennent d'arriver au secondaire. Donc, il y a une situation de fragilité chez ces jeunes qu'il faut reconnaître. Ce qui nous fait peur comme inquiétude, au niveau des inquiétudes, c'est la pression actuellement, la pression du milieu de travail. On le sait, pénurie de main-d'œuvre, des nombres de postes vacants importants. La tentation peut être grande chez les employeurs de mettre une certaine pression sur l'augmentation du nombre d'heures. On entend des jeunes, nous, de 14 ans qui ont eu des discussions, qui ont dû avoir des discussions avec leur employeur pour refuser des augmentations d'heures. L'employeur, lui, a des heures à combler. Alors donc, cette dynamique-là notre inquiétude, c'est que l'économique, c'est que le marché du travail devienne la priorité au niveau, pour des jeunes de 14 ans, de 13 ans, de 15 ans, et on a très hâte de voir au niveau du projet de loi quelles seront les exceptions. Parce on parle d'interdire le travail en bas de 14 ans, mais de certaines réglementations qui pourraient permettre certaines choses. Et on va être très attentif à ce niveau-là, parce que la pression du milieu économique, elle est actuellement très grande. Le vieillissement de la population, là, on est au début de la ligne, là. C'est qu'on continue là, pour les 10 prochaines années. Donc, cette réalité-là va être là. Elle ne fait que débuter à quelque part. Donc, oui, on a une inquiétude du choix que les jeunes vont être capables de faire à un moment donné face à des employeurs qui vont dire « Ah, ben j'ai besoin de plus de monde, j'ai besoin de plus d'heures, qu'est-ce que tu peux m'offrir? » Et le jeune, lui, qui aime bien son travail et qui rapporte des sous et qui vit quand même quelque chose de stimulant, se retrouve dans des décisions très, très importantes à 13, 14, 15 ans. On est un peu en difficulté face à cette situation. Merci, Pierre. Je vais tout de suite donner la parole à Diane du côté des employeurs. Quelle réponse est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? On se complète bien, hein, Pierre? Oui, je pense. En fait, j'ai les mêmes préoccupations que Pierre. Faut absolument pas que la pression du milieu du travail actuellement mène au décrochage scolaire. Alors, c'est un message qui n'a jamais été aussi important devant les besoins du milieu du travail. On a réalisé une étude en 2019 avec le réseau Réussite Montréal sur la conciliation études-travail et la pénurie de main-d'œuvre. Et on a été capable d'évaluer le coût du décrochage pour un garçon, ce qui représente environ une perte de revenus de 432 000 $ pour un garçon et de 492 000 $ pour une fille. C'est énorme. Et ça a des répercussions sociales, ça a des répercussions au niveau de la société. Donc, il faut absolument que l'éducation reste l'élément principal qui va permettre à la main-d'œuvre de se distinguer à long terme sur le marché du travail, en plus d'en faciliter l'accès. Merci, Diane. Philippe Andry, je te laisse la parole. Oui, bien c'est ça, peut-être pour revenir sur certains éléments. Puis écoutez, c'est sûr certain que je reprends ce que Liane, tu mentionnais. Ici, on parle du travail des moins de 14 ans. Et je veux juste qu'on soit très clair, pour ce qui est de la commission, la recommandation de la commission, c'est de l'interdire. J'espère que c'était quand même clair dans ma présentation précédente, mais je veux juste le répéter. C'est une façon de respecter nos obligations internationales. C'est une façon de s'assurer que nos jeunes, avec les données probantes dont j'ai fait état plus tôt, sont protégés. C'est normal dans une société aussi qui valorise l'éducation et qui dit que la diplomation, c'est la priorité puis que les jeunes doivent acquérir des compétences fondamentales avant d'intégrer le marché du travail. Bien, c'est sûr certain qu'il faut mettre des balises claires puis des limites claires. Et pour la commission, bien, assurément, ce que le CCTM propose va dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on va inviter le législateur à faire, de venir interdire le travail des enfants en bas de 14 ans. Donc, une fois que ça c'est dit et que c'est clair, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le contexte. Bon, on parle de pression sociale, on parle de pression économique.
On parle de toutes sortes de situations, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le milieu de travail, c'est un milieu qui n'est pas exempt de problématiques. Vous le savez, il y a toutes sortes de règles, de normes qui s'appliquent au milieu du travail. On a parlé de santé et sécurité au travail, mais on n'a pas parlé de harcèlement, on n'a pas parlé des situations déplaisantes de discrimination qui peuvent se produire en milieu de travail. Donc, le jeune de 11, 12, 13 qui travaille, mais il est exposé de façon précoce à ces réalités-là. Déjà, c'est des réalités. Il y a des politiques de lutte contre l'intimidation dans les écoles scolaires en vertu de la loi sur l'instruction publique. Mais c'est sûr, certain, quand on expose un jeune à un milieu de travail qui n'est pas exempt, il n'y a pas de milieu de travail parfait, qui n'est pas exempt de ce genre de situation-là, bien, c'est sûr qu'on expose quelqu'un de très jeune à des réalités d'adultes. Et souvent, on dit que nos jeunes, sont exposés à beaucoup de contenu. Maintenant, les médias sociaux et tout, ils vieillissent très rapidement. Et est-ce qu'ils ont la maturité nécessaire? Est-ce qu'ils ont toutes les compétences nécessaires, tous les outils nécessaires? Puis même pour vivre des situations où est-ce que, même pour les adultes, des situations d'harcèlement, de discrimination, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est agréable ou qui est tout à fait... on n'a jamais les bons outils, évidemment, pour vivre ça quand ça se produit devant nous. Ce n'est pas évident pour un adulte, imaginez pour un enfant de 12 ans. L'autre chose aussi, c'est qu'on insiste tout le temps beaucoup sur la valeur du travail comme étant un outil d'apprentissage. Et puis, moi, je nous invite à prendre le recul pour se dire, ce qu'on apprend en milieu de travail, c'est quoi? Bien, respecter un horaire, travailler en équipe, donc de répondre à un certain cadre, d'acquérir peut-être certaines compétences. Puis là, on s'entend, le travail des très jeunes et moins de 14 ans, ce ne sont pas des postes à compétences élevées. Donc, on n'acquiert pas des compétences ou des habiletés techniques très élevées. Mais le travail en équipe, on peut l'apprendre dans un travail au laboratoire de secondaire 2 en sciences. Travailler en équipe, on peut l'apprendre en faisant un projet en commun dans une pièce de théâtre. On peut l'apprendre en jouant à un sport. Et il faut se poser comme société aussi la question, ils sont où les temps sociaux pour les jeunes? Donc, cet espace-là, où est-ce qu'on permet à un jeune d'être un jeune? Donc, de juste pouvoir apprendre, étudier, jouer. On peut-tu se donner aussi ce loisir-là comme société, de se dire que pour les moins de 14 ans, on n'exagère pas ici, pour les moins de 14 ans, il y a un espace protégé. Et c'est ça un peu la tension qui s'exprime dans les discussions qui ont présentement en cours sur la place publique là-dessus. Puis j'ajouterais une chose, c'est sorti encore récemment, c'est toute la question de la santé mentale. Et donc, les troubles d'adaptation, on voit l'anxiété, ces éléments-là, des manifestations de comportement qui sont les problématiques de santé mentale chez les jeunes sont en recrudescence. Il y a eu des articles là-dessus, si vous en avez peut-être pris connaissance. Donc, on se retrouve, c'est sûr, certain, quand on exacerbe le travail des jeunes, quand on le met de l'avant comme une valeur, puis on dit, tu fais l'école, tu fais ci, tu fais ça, tu fais du sport, bien, le jeune, il est fatigué le soir quand il se couche. Puis peut-être que ça peut avoir un impact aussi. Donc, quand on prend l'ensemble de ces facteurs-là, c'est ça qui fait en sorte que pour la commission, ça va être essentiel au Québec qu'on se donne, encore une fois, des balises claires d'âge minimal, des balises claires d'heure maximale par nombre de semaines, par nombre de jours, selon une fois la formule qui sera choisie par le législateur. Mais c'est le message que je voulais vous envoyer. Merci Philippe André, très porteur. Puis nous, on parle de conciliation études-travail, mais on devrait parler de conciliation études-travail, vie sociale, loisirs. On parle d'enfants qui ça fait partie de leur développement, de passer du temps avec des amis, de passer du temps à découvrir des intérêts. Donc, vraiment à propos, merci beaucoup. On a couvert quand même cette question-là, mais je voulais savoir si Pierre et Diane, vous auriez quelque chose à rajouter sur la question de quoi on devrait particulièrement protéger nos jeunes qui sont à l'emploi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment éviter? Puis, il y a eu des éléments de réponse, mais avec l'intervention de Philippe André, est-ce que vous auriez des éléments à ajouter? Je commencerai avec Pierre. Bien, évidemment, je vais revenir sur la question de la conciliation études-travail, la réussite éducative, la prévention du décrochage, appuyer nos jeunes dans la réussite scolaire, valoriser la réussite scolaire. On a parlé de la santé des jeunes qui est très préoccupante actuellement. Philippe André en a parlé, mais toute la question de l'anxiété au travail qui est déjà très présente aux études, qui va se transporter au travail. Or, donc, oui, il faut être très, très vigilant sur plusieurs points. Diane, je te laisse la parole. Tout a été dit, je crois. Il y a vraiment plusieurs pièges à surveiller pour nos jeunes. C'est tentant de travailler, c'est tentant d'avoir un salaire intéressant, de bonnes conditions de travail. On a tous des jeunes dans notre entourage qui gagnent quand même un salaire très intéressant qui peut porter
à vouloir cesser les études, surtout des jeunes qui ont peut-être moins de facilité. Pour les études, c'est plus difficile et on a tout nommé la pression de l'anxiété, la santé mentale actuellement. On a de la difficulté à titre d'adulte d'avoir cet équilibre, pratiquer un sport, venir travailler, être performant. On a tout le temps cette pression de bien performer. Pour un jeune qui a peut-être qui n'a pas cette maturité-là, je serais très soucieuse des choix qu'il pourrait faire. Donc, et c'est pour ça que je reviens au choix aussi de l'employeur. Ça revêt une importance importante. Ça revêt une importance parce que il y a naturellement des entreprises qui ont à cœur la réussite des jeunes, qui ont à cœur que l'emphase doit être mise sur les études. Donc, à titre de parents, à titre de jeunes, il faut bien choisir aussi si on décide de travailler. Mais tout est une question d'équilibre, comme dans toute chose. Merci beaucoup, Diane. Ça me fait penser, votre intervention, à le nombre d'heures productives par semaine. On sait que sur un adulte, on vise à peu près le 40 heures semaine. Puis quand on observe nos jeunes au secondaire, normalement, ils sont à l'école entre 30-35 heures par semaine. Si on ajoute par-dessus ça du travail, un 10 heures par semaine, on est déjà à 45. Si c'est 15 heures, là, on est à 60, puis ça peut aller plus loin. Puis là, dans ça, il n'y a pas eu du loisir, des activités avec les amis. Donc, c'est bien de comparer ces heures productives-là à ce qu'on demande à nos jeunes. Et je vous remercie à vous trois pour ces interventions toutes éclairantes. C'est vraiment, vraiment intéressant. On va arriver à la section des pistes de solutions. Puis, d'abord, j'aimerais vous entendre à savoir qui a un rôle à jouer dans les enjeux de conciliation études-travail, qui on doit solliciter. Puis, je commencerai avec Philippe Andry à ce sujet-là. Oui, bien, c'est ça. Donc, on l'a évoqué plus tôt, hein, c'est le rôle du parent. Évidemment, on veut donner des droits aux enfants. On leur reconnaît un droit. Je parlais tout à l'heure, puis Pierre y faisait référence. Donc, le droit des consultés. Ils ont le droit d'être entendus, qu'on leur demande un peu leur opinion sur ces questions-là. Surtout quand on parle là, de jeunes du deuxième cycle du secondaire. Ils ont des opinions. Je parle pour moi, en tout cas. Moi, j'ai des filles de cet âge-là. Je peux vous dire qu'ils en ont des opinions. Mais c'est sûr, certain que lorsqu'on se retrouve à avoir comme parent son enfant et le rôle qu'on joue, la situation actuelle, la loi actuelle place énormément de responsabilités sur les épaules du parent. Parce qu'en gros, on délègue aux parents le droit, la légalité du travail de son enfant. On dit aux parents, c'est toi qui vas décider si c'est permis ou interdit. Et ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le rôle du parent dans l'équation, même si on vient fixer une balise très claire et qu'on interdit le travail en bas d'un certain âge, mais on s'entend que ce qu'on vient interdire, c'est le travail qui est prévu par la loi sur les normes du travail. Quand on parlait d'exception, je vous parlais d'exception plus tôt, tout le monde sait que, bon, le jeune de 12 ans qui va garder ou de 13 ans qui va faire un gardien averti, qui va garder à côté, on ne parle pas de ce type de travail-là ici. Okay? Mais évidemment, ça, encore une fois, c'est le parent qui joue un rôle de supervision à travers ça. C'est le parent qui va jouer un rôle. Puis, évidemment, ce n'est pas tous les parents qui ont la même disponibilité, la même capacité pour faire cette supervision-là. Puis, je le mentionnais plus tôt, il y a une pression aussi économique, il y a une pression sur certaines familles qui vont être plus à même de vivre puis d'avoir ces contraintes-là. Ça va venir jouer un rôle sur l'influence du parent. Donc, fondamentalement, nous, le jeune, oui, il faut qu'il ait son mot à dire, il faut qu'il puisse, et il faut que ça soit clair pour lui, il faut que ça soit clair pour le parent. Puis ça, je pense que c'est une responsabilité collective qu'on a pour donner ces outils-là là, à nos jeunes et à nos parents pour pouvoir se diriger. Puis aussi aux écoles, parce que les employeurs qui, là, encore là, dans les questions qui vous étaient posées, qu'est-ce qui arrive en séance d'examen? Qu'est-ce qui arrive? Les jeunes, pour un travail, on leur demande de faire des quarts de travail. On leur demande de faire des quarts de travail qui vont être souvent du soir, qui vont être variables. L'employeur a besoin de cette disponibilité-là, cette flexibilité-là. Pour le jeune,
qui a 12, 13, 14 ans, ben, il se fait dire, tu changes ton horaire. Ça ne fait pas son affaire aux jeunes, mais il va contredire son. Donc là, le parent, lui, pourrait jouer un rôle aussi là-dedans en disant, regarde, papa ou maman, là, mon employeur, il me demande de changer, mais j'ai un examen le lendemain, ça me nuit. Il faut que le parent aussi puisse jouer ce rôle-là comme adulte pour arriver et intervenir auprès de l'employeur et dire, écoute, mon jeune a un examen demain. Puis c'est ça aussi qui se passe présentement. Cette tension-là, on la transporte sur les épaules de la vie familiale qui subit déjà beaucoup, beaucoup de pression. Et ça, c'est un élément, moi, qui est fondamental dans le rôle qu'on veut donner là, dans le projet de loi à venir. Ça va être quoi? Quelle place on va faire au rôle des employeurs, au rôle des parents, puis pas tout placer ça sous les épaules du jeune. Oui, en effet, ça en fait beaucoup pour les jeunes qui ont plein d'autres choses à penser au-delà du travail. Pierre, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Ben, je rajouterais que oui, les parents ont un rôle important, les jeunes ont un rôle important, il faut leur donner la parole, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on a un rôle aussi, la société a un rôle, la politique a un rôle, l'éducation a un rôle. Ce qu'on souhaiterait voir, nous, du côté des intervenants, c'est un mouvement de société. On a fait des grandes campagnes sociétales qui ont eu des impacts importants. On connaît tout le monde la question de la ceinture de sécurité. On est peut-être rendu là actuellement pour que les parents, les jeunes, les employeurs soient appuyés, un peu contraints aussi, par une opinion publique, par une campagne publique importante. Un élément actuellement qu'on remarque, c'est que le sujet du travail avec les jeunes, avec les plus jeunes, la question du premier emploi est abordée au secondaire, en secondaire 5, ce qui veut dire avec les 16 ans. Et là, on parle du travail des 14 ans et puis peut-être des moins de 14 ans. Or donc, qui va prendre la parole là-dessus? Les groupes communautaires, les maisons de jeunes, les centres de loisirs qui embauchent les jeunes l'été. Il y a un rôle, je dirais, de société qui doit être assumé pour appuyer les jeunes et les parents dans la situation actuelle. Évidemment, les employeurs sont au cœur de ça, mais les employeurs doivent aussi recevoir ce message-là de la société. Et il doit être clair. Et actuellement, on est moins clair. Oui, c'est ça. Peut-être juste pour préciser, excusez-moi, là, j'ai juste oublié de vous dire une chose qui est importante pour mon propos, peut-être pour appuyer ce que Pierre dit, c'est que tout à l'heure, au début, rappelez-vous, je vous ai parlé de la présomption de majorité. Donc, juste pour se rappeler, là, quand je vous disais qu'on place beaucoup de fardeau sur les épaules du jeune, c'est parce qu'à 14 ans et plus, le jeune code civil, il est majeur pour tous les actes qu'il pose au travail. Donc, c'est pour ça que je vous parlais du rôle du parent, du rôle là, communautaire. D'autres, présentement, là, on place le fardeau sur les épaules du jeune de 14 ans. On lui dit, tu es majeur pour tous les actes liés à ton travail. Et c'est juste peut-être la précision pour que vous compreniez bien mon propos. Puis, tenu responsable de tes erreurs, si à 14 ans, 15 ans, il y a une faute qui est commise au travail, oui, c'est vrai. Diane, je te donnerais quand même la parole pour le rôle des employeurs que Philippe André et Pierre ont évoqué. Oui, j'en ai parlé amplement là, du rôle fondamental des employeurs, mais j'aimerais revenir sur la valorisation de l'obtention d'un diplôme. Et ça, je suis d'accord avec Pierre, c'est un projet de société. Donc, on le sait, il y a de nombreux avantages, bénéfices à encourager l'obtention d'un diplôme chez les jeunes en tant que société. On le sait, le lien direct avec les coûts des programmes sociaux, la criminalité. Donc, il y a plein d'exemples qui existent pour illustrer que la diplomation est bonne pour les individus, mais pour la société en général. Donc, je crois qu'on peut aussi faire un meilleur travail pour valoriser les métiers techniques et la formation professionnelle. On a vu cette semaine le ministre Drainville annoncer 81 millions de dollars pour la formation professionnelle au cours des 5 prochaines années. Il y a aussi confirmé la réactivation de la campagne de la formation professionnelle Ça vaut de l'or. Donc, les jeunes sont enthousiastes, ils veulent intégrer le marché du travail assez tôt, je l'ai dit à plusieurs reprises là, au cours de la dernière heure, mais on doit valoriser la diplomation parce qu'il y a un impact vraiment important sur notre société si ces jeunes n'obtiennent pas leur diplôme. En effet, c'est une question de santé économique, de santé publique.
une société avec des jeunes qualifiés, diplômés, c'est une société plus riche puis avantageuse pour tout le monde. J'ai 2 dernières questions. Ben, une première, puis après, ça sera ma conclusion, votre mot de la fin. Mais bon, on anticipe un nouveau projet de loi. On a évoqué c'était quoi les recommandations. On a quand même une bonne idée de ce qui s'en vient, juste pour le répéter. Interdiction du travail en bas de 14 ans, une balise d'heures durant la semaine, du lundi au vendredi. Puis après ça, en général, là, fait que 10 heures durant la semaine, 17 heures au total par semaine. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les parents, justement, l'entourage des jeunes, les intervenants auprès d'eux, les employeurs, pour qu'ils aient la meilleure conciliation études-travail possible, que ça nuise pas à leur réussite éducative puis à leur persévérance scolaire. Puis je peux commencer avec Diane, si vous êtes prête. Sinon, j'irai avec Pierre. Oui, ben, les employeurs, premièrement, offrir des conditions de travail à nos jeunes qui favorisent la réussite et la persévérance scolaire. Les étudiants aussi ont un rôle, ne pas demander trop d'heures et apprendre à refuser, apprendre à dire non. C'est pas évident pour les adultes, c'est pas évident pour les jeunes. Et les parents, ben, orienter leur enfant dans une réflexion sur la conciliation études-travail, les accompagner aussi pour qu'ils connaissent leurs droits. Donc, je me répète, et il me semble que je suis redondante avec ça, mais rappelons-nous que ce sont des étudiants qui travaillent et non pas des travailleurs qui étudient. Merci, Diane. Je pense qu'on va le répéter encore à l'avenir parce que c'est des messages importants. Pierre, je te laisse rebondir. Ben, tous les jeunes sont différents. Il y a pas. Le problème avec les législations, c'est qu'on met une ligne et on dit à partir de tel âge, on peut. Et là, on peut tant d'heures. Et oui, il faut une législation, il faut une réglementation, il faut des outils pour porter plainte, pour pouvoir réagir, mais en même temps, il faut tenir compte de la réalité de chaque jeune. Et lorsqu'on parle des plus jeunes, ben on l'a déjà dit, hein, il y a des jeunes de 13 ans qui sont matures comme des jeunes de 15 et il y a des jeunes de 15 qui sont matures comme des jeunes de 12. Ils sont en développement, ils sont en croissance à ce moment de leur vie. Or, donc, il faut tenir compte de la réalité de chaque jeune à travers tout un processus qui implique l'employeur, la législation, le politique, la société, les parents. Merci, Philippe-André. Est-ce qu'il y avait un mot à rajouter ou je pense à la conclusion? Pour vous entendre, on va avoir besoin du micro ouvert, par exemple. Il fallait que ça arrive une fois au moins. Donc, peut-être pour finir, juste un élément. Sur le temps long, là, quand on regarde au début du 20e siècle, un des grands combats que les sociétés industrialisées ont mené, c'était l'abolition du travail des enfants. C'est dans les premières conventions internationales, d'ailleurs, qui ont été ratifiées par des États. C'était l'interdiction du travail des enfants. Au Québec, on n'est pas sans le savoir. Hein. Il y avait aussi ces réalités-là, donc des jeunes qui ne finissaient pas leur 7e année puis qui allaient directement au travail. Donc, on est venu mettre des dispositions, un paquet de dispositions législatives pour venir l'empêcher le plus possible, favoriser l'école. Et là, je pense que 100 ans, plus de 100 ans plus tard, on est peut-être mûr pour faire le pas de plus en avant. Comme je le disais, pour honorer les engagements qu'on a pris, mais aussi les engagements qu'on a pris au niveau international, mais les engagements qu'on a pris envers nous-mêmes, parce que on s'est doté d'une charte des droits et libertés de la personne qui prévoit le droit à l'instruction publique gratuite, qui prévoit le droit à la protection des enfants et à la sécurité, qui prévoit des conditions de travail justes, raisonnables, qui respectent justement la santé, la sécurité et l'intégrité physique. Puis quand on voit les données probantes qui sont devant nous, quand on voit les chiffres qui sortent, ce qu'on constate, c'est qu'il va être nécessaire de poser un geste rapidement pour légiférer sur le travail des enfants de moins de 14 ans. Si tu permets, Eliane, je rajouterai un petit morceau. Ce qu'on souhaite à quelque part, c'est que le discours qui valorise la diplomation, qui valorise la réussite éducative, qui valorise le plein épanouissement global de tous les jeunes, soit aussi important que la pression économique actuelle. Et si on arrivait à cet équilibre, on serait dans un véritable dialogue.
je me répète, mais moi, je suis rentré dans un supermarché, j'ai vu une affiche qui recherchait des employés, ça s'adressait dans le langage à des jeunes très, très jeunes. Alors donc, la côte est grosse, là, et il va y avoir beaucoup de travail. Et il va falloir que ce soit à la hauteur de cette pression. Merci, Pierre. Pour la dernière question, dernière intervention, en fait, ce que je vous poserais, puis peut-être que vous l'avez déjà abordé, et ça a déjà été fait, mais pour nos participants, nos partenaires qui sont présents parmi nous, quel message vous voudrez leur laisser? Qu'est-ce que vous voudrez qu'ils retiennent de votre intervention dans ce webinaire? Peut-être commencer avec Diane, je te laisse la parole. Que le travail, c'est important. Mais c'est important dans sa globalité que nos jeunes ont effectivement besoin de terminer leurs études. C'est la priorité, c'est leur travail de tous les jours, c'est d'étudier et que le travail peut être, oui, important, peut être intéressant, mais autant que le sport, autant que toutes sortes d'activités qui contribuent à leur bien-être. J'aimerais aussi répéter que c'est un projet de société de bien encadrer nos jeunes. C'est l'affaire de tous et il est essentiel, d'après moi, de valoriser l'éducation. Et là, l'éducation au sens large et en commençant par valoriser le métier d'enseignant. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on pourrait faire un autre webinaire sur le sujet. Mais on a quand même l'éducation a besoin d'amour, puis on doit tous contribuer à faire en sorte que ce soit un secteur qui est valorisé. Et en plein dans notre thématique de la persévérance scolaire cette année, l'entourage des jeunes. Fait que j'en profite moi aussi pour remercier les enseignants puis valoriser leur travail parce que ça fait des différences notables dans la vie des jeunes. Pierre, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose comme mot de la fin? J'ai fait un peu mon mot de la fin dans la dernière intervention, mais je rajouterais un peu dans la même ligne que Diane, de prioriser. Oui, le travail est important, mais lorsqu'on parle des jeunes, la réussite éducative, la diplomation, leur plein épanouissement sur toutes les facettes et sans oublier la santé, leur santé mentale, et tout leur réseau, leur famille et leurs amis. Alors, vraiment d'avoir une vision globale de la réalité des jeunes là-dedans. Merci. Puis Philippe-André, ça ressemblait aussi à un message final. Le dernier, quelque chose à rajouter. Oui, non, ben c'était juste pour finir, le mot de la fin, ça serait vraiment de se rappeler le contexte socio-économique dans lequel ça s'inscrit, puis les pressions. Puis les données probantes que l'on a encore une fois, les études qui nous démontrent que c'est des trajectoires de revenus instables, avec les liens avec la pauvreté, parents qui valorisent très peu le cheminement scolaire, faible niveau de scolarité des parents, faible niveau d'aspiration professionnelle chez l'enfant. C'est des prédicateurs d'introduction précoce sur le marché du travail. Donc, il faut se poser encore une fois comme société, dans un contexte socio-économique, une société qui se veut bienveillante pour ses enfants, qui veut les protéger. Bien, encore une fois, comme je le disais plus tôt, il faut agir. Merci Philippe-André. C'est vrai qu'on n'avait pas apporté, mais le travail ne se distribue pas de la même manière à travers la société. Puis, on sait que le travail, disons, dans des conditions moins optimales est plus fréquent dans les milieux défavorisés. Merci d'avoir soulevé ce point. Je disais mot de la fin, mais on n'a pas fini. On a une période de questions. Puis, j'ai vu qu'il y en a eu quand même plusieurs dans le Q&A. Je vais laisser la parole à mes collègues qui vont poser la question. Je ne sais pas si c'est lequel de mes deux collègues, mais je vous laisse la parole, Mireille ou Guillaume. Je vais commencer. Il y a eu une diversité de questions, fait que je vais varier l'ordre pour changer les sujets. Premièrement, il y avait, juste un instant, retrouver mon document. Marie-Pierre Marcon qui a apporté une précision sur les données qu'on a données au début dans le quiz. Elle précisait que pour le 33% des jeunes secondaires à Montréal qui travaillent, il est ici question dans le QSJS des jeunes secondaires 1, donc 12-13 ans, et non pas l'ensemble des moins de 14 ans. Donc, merci Marie-Pierre pour cette précision-là. Ensuite, il y a Rishi Mangaloison qui
indiquait que dans son expérience, plusieurs de jeunes ont eu des échecs à cause du manque de flexibilité des employeurs. Ils ont perdu un emploi parce qu'ils ne pouvaient pas travailler plus d'heures pendant les périodes scolaires. Donc, elle demandait peut-être à Pierre ou à Diane comment améliorer les relations avec les employeurs en tant qu'organisme communautaire. OK, j'ai envie de donner la parole premièrement à Pierre au nom d'un directeur d'un organisme communautaire. Faut que les jeunes soient accompagnés dans ces démarches. C'est très clair. Que ce soit, oui, des parents, mais aussi, je nommais tout à l'heure les maisons de jeunes, les carrefours jeunesse-emploi. Les carrefours jeunesse-emploi doivent baisser leur âge d'entrée dans leur service. C'est une des données très importantes à l'heure actuelle. Il faut être là, il faut les appuyer parce qu'effectivement, un jeune de 13 ans, 14, 15 ans est totalement, peut se retrouver démuni et se retrouve face à des situations où je garde mon emploi ou je perds mon emploi. Alors donc, il faut les préparer, il faut les former. Il faut peut-être leur dire, tu peux laisser ton emploi et aller voir un autre employeur. Mais il y a tout un travail aussi à faire de sensibilisation avec les employeurs à ce niveau-là. Là-dessus, je passe la parole à Diane. Oui, bien, tout à fait d'accord avec Pierre, puis d'où l'importance d'avoir un encadrement qui est clair et des mesures en place pour justement essayer de minimiser ces situations où le jeune serait gêné ou mal à l'aise de dire qu'il ne peut pas travailler. Puis effectivement, du côté des employeurs, il faut faire de la sensibilisation là-dessus. Et je reviens à notre projet de société que c'est l'école d'abord. Merci. Est-ce que Philippe Andry OK, on va passer à la prochaine question. Dans ce cas-là, je redonne la parole à Mireille. Il y avait Viviane Bospil lors de l'intervention de M. Tessé qui a demandé le côté éthique de l'imposition d'un âge minimal paraît évident. Ceci dit, concrètement, avez-vous des données ou de la littérature sur l'impact du travail chez les moins de 14 ans avec des contraintes minimales? Oui, je pense que je l'ai évoqué. C'est encore une fois, c'est l'enquête sur la santé des jeunes au secondaire là, de l'ISQ. Ce qu'on sait, là, c'est, je vais vous donner vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. Donc, à titre d'exemple, 14 des élèves de secondaire 1 qui travaillent de 1 à 10 heures par semaine sont à haut risque de décrochage. Cette proportion, elle se voit doubler 29 chez les élèves qui travaillent 11 heures ou plus par semaine. Donc, on voit qu'en bas de 10, on a déjà un pourcentage, mais on franchit le 10, là, ça passe, ça double le taux de possibilité de décrochage. Donc, c'est pour ça que d'avoir un nombre d'heures maximal, ce que ça permet aussi, puis peut-être je peux répondre à l'autre question dans un sens, c'est la pression que l'employeur va exercer, parce qu'il y a des contraintes, là, il ne fait pas ça nécessairement de mauvaise foi, il ne veut pas nuire aux jeunes, c'est juste que lui, il a des corps à remplir dans son horaire. Mais c'est sûr certain que s'il y a un nombre d'heures maximal, dans la loi, ça vient peut-être favoriser ce rapport-là entre le jeune et l'employeur. Puis l'employeur, encore une fois, il va savoir. J'ai droit à 10 heures. J'ai droit à 10 heures. Je n'ai pas droit à 12. Je n'ai pas droit à 14. J'ai droit à 10. Puis il va aménager son horaire en conséquence. Une prévisibilité pour un employeur, c'est un outil de gestion. Puis pour le jeune, c'est un outil de protection. Quand on a ce genre de conciliation-là, je pense que c'est une façon intelligente, je pense, de régir la situation. Surtout quand la donnée probante nous dit qu'en haut de 10, il y a le taux de décrochage double, 10 heures par semaine, je parle en bas de 10, c'est ça. Donc, on a des indices qui peuvent nous aider à légiférer. Ouais. Diane, je vais te laisser la parole. Oui, je voulais juste ajouter aussi sur la question de la santé, de la sécurité au travail. Là, la CNESST rapportait une augmentation inquiétante de 392 d'accidents du travail de 2012 à 2021 pour les jeunes de 14 ans et moins. Donc, ça a un impact réel. Les lieux de travail doivent être des lieux sécuritaires pour les jeunes, mais on voit que plus ils sont jeunes, plus il y a un impact sur leur sécurité. Pierre? J'ajouterais là-dessus qu'au niveau du projet de loi, on dit interdire le travail aux moins de 14 ans, à moins d'exception et qu'une réglementation va être produite. Et ce sera majeur, très important. Parce que si cette réglementation-là, par exemple, dit, limite
le champ d'action des jeunes sur le marché du travail, mais déjà, on aura certaines balises à ce moment-là, ce qu'on n'a pas actuellement, mais qu'on souhaite voir de plus en plus là, rapidement arriver. Merci. Puis en effet, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est facilitant pour un employeur de savoir, d'avoir un cadre, un maximum, puis tout en aidant les jeunes, là, c'était des bonnes interventions. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, Mireille? Je pense que oui, j'en vois plusieurs. Oui, il y a Manon Boily qui demande comment soutenir les parents dans son encadrement de son enfant qui travaille. Qui se porte volontaire pour débuter? Ben, je saute en premier. Je pense qu'il y a une question les parents doivent pouvoir s'appuyer sur une législation, sur une réglementation, sur un discours de société aussi. Un discours qui doit être repris par l'école, qui doit être repris par l'ensemble des acteurs locaux, des acteurs de la société. Les parents ne doivent pas se retrouver seuls avec leurs jeunes et pas d'appui au niveau du discours. Que ce soit de l'école, des groupes communautaires ou de campagne, mais ils doivent sentir qu'il y a un appui au niveau de la société. Merci. Est-ce que j'avais un panéliste ou une panéliste qui voudrait renchérir? Ben, je voulais juste dire, je vois qu'il y a des gens qui me posent la question dans le chat, là, dans la discussion, pardon, sur les données. Fait que je vais partager dans le chat l'allocution que la commission a faite au comité consultatif du travail de la main-d'œuvre. Puis, vous allez avoir toutes les données, toutes les sources statistiques. Ça va être beaucoup plus intelligible que je vous les dise verbalement. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de le copier-coller. Alors, je l'ai partagé dans la discussion. Puis on pourra vous l'envoyer aussi, juste pour préciser, là, dans les ressources documentaires à la fin du webinaire, là, ce qu'on comptait faire. Fait que on va l'intégrer au document avec les ressources pertinentes. J'ai vu passer, si tu permets, dans le chat que oui, certains parents valorisent le travail. Certains parents, dans certains milieux, vont peut-être valoriser le travail autant que les études et peut-être plus parfois. Or donc, ils sont dans certaines situations socio-économiques. Alors donc, si on veut appuyer les parents, il faut vraiment être dans un mouvement de société qui porte un discours que ces parents puissent entendre et auquel, après ça, ils puissent se référer. Mais il y a tout un travail à faire, c'est un équilibre qui est très délicat et tout en ne culpabilisant pas les parents ou les jeunes, sans rentrer dans un discours moralisateur, mais étant allié avec les jeunes et les parents et les employeurs, dans un discours positif, on revient à ce qu'on nommait tout à l'heure, la réussite éducative, la diplomation, pour qu'on puisse s'appuyer sur un discours aussi positif dans ces situations-là. Merci Pierre. Puis c'est vrai parce qu'on l'a évoqué au début, mais les familles en ce moment là, vivent une pression importante avec l'inflation. Fait qu'ils sont pris avec des problèmes. Donc, dans la lutte à la pauvreté, aussi de les soutenir de manière à ce qu'il y ait des revenus ou des compensations financières qui viennent autrement que par le travail de leurs enfants. Diane? Ben, je suis d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter. Les parents, effectivement, c'est difficile de s'y retrouver. Je pense qu'effectivement, on a besoin de leur fournir le plus d'appui possible. D'où l'importance, encore une fois, du projet de loi d'encadrer. C'est beaucoup plus facile aussi d'avoir un message qui est cohérent puis qui rejoint tout le monde. En ce moment, il y a du flou, donc je comprends que c'est difficile pour les parents de s'y retrouver avec toutes les pressions que l'on connaît, qu'on a énumérées pendant le webinaire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Diane. Je vais laisser Mireille nous partager d'autres questions. Il nous reste quand même un 10-15 minutes qu'on a le temps d'aborder d'autres questions. Oui, premièrement, si vous regardez dans le module de discussion, il y a des gens qui ont mis des ressources. Et Stéphanie C. Qui a mis le lien à des ressources comme Parents Estrie pour accompagner les jeunes dans les démarches de persévérance scolaire. Puis aussi José Landry qui suggère le site de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation pour aider les parents à accompagner leurs jeunes. Donc, vous avez ces liens-là. Et José Landry demandait aussi, trouvez-vous que les services professionnels sont suffisamment accessibles aux jeunes pour les aider à persévérer dans leurs études, que ce soit en éducation, en santé et en services sociaux dans les organismes?
ouvert à tous. Est-ce que Diane, tu voudrais... je vois Pierre qui veut, mais genre, je peux commencer par un panéliste cette fois-ci. Je ne sais pas, je réfléchissais parce que c'est une question importante. Je vous dirais, je ne suis pas certain que le nombre de professionnels, la présence de professionnels, que ce soit même au niveau du milieu communautaire, au niveau de l'éducation, soit assez présent actuellement étant donné l'ampleur de la situation. Je pense que considérant l'ampleur de la situation, il y a une réflexion à faire, oui, au niveau de la législation, de la réglementation, mais aussi au niveau de qui accompagne les jeunes sur le terrain. Quelle place les groupes communautaires ont dans les écoles? Comment on peut créer une synergie ensemble? Je pense qu'on est là. Il se fait déjà un travail important, mais face à la situation, il y a une situation grandissante dans les prochaines années. Je pense qu'on pourrait être plus nombreux. Il y a peut-être un investissement à calculer à ce niveau-là. On parlait dans une autre discussion, à un moment donné, de la CNESST qui a un volet, là, je ne me rappelle plus le nom, là, CNESST Jeunesse ou quelque chose comme ça, qui à une époque encore récente, se déplaçait dans des camps de jour, dans des maisons de jeunes, dans des écoles pour aller au-devant des jeunes, parler de leurs droits, et là, on pourrait rajouter, là, parler des droits du marché du travail, de la conciliation. Alors donc, il y a une présence sur le terrain, mais il y a un développement à faire à ce niveau. Si je peux ajouter, Eliane, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ben, c'était pour renchérir sur Pierre rapidement, là, mais tant qu'à faire détourner des classes, parler des droits des jeunes, il y a aussi toute la question de la littératie financière, hein, des jeunes qui, pour une première fois, commencent à gérer un budget, commencent à gérer de l'argent. Ça apporte aussi d'autres préoccupations, mais ça, c'est peut-être un autre webinaire, mais juste garder en tête aussi qu'il y a cette dimension-là aussi de, pour une première fois, avoir un salaire. Diane. Oui, ben, c'est un point important pour avoir travaillé à l'Autorité des marchés financiers avant de joindre la Chambre. C'était un des mandats que nous avions, l'éducation financière et comment accompagner nos jeunes pour prendre de bonnes décisions, que ce soit au niveau des finances personnelles, tu sais, ta première carte de crédit, ta première voiture, ton premier appartement, etc. Ben, moi, j'aurais tendance à cette question-là à dire que non, les services, les ressources qu'on a ne sont pas premièrement suffisantes et assez accessibles. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Hein? Puis on entend souvent les discours, je ne suis pas une experte, mais les discours dans le secteur comme quoi qu'on manque de personnel. Donc, ça a des répercussions sur tous les aspects. Et effectivement, on aurait avantage à avoir plus de ressources en services professionnels. Merci, Diane. Est-ce que Philippe-André avait quelque chose à rajouter ou on passe à une autre question? Non, c'est correct. Parfait. Donc là, il nous reste 10 minutes. On aurait le temps pour une dernière ou deux, dépendamment de la longueur des réponses de nos panélistes. Mais Mireille, je te laisse aller pour nous la poser pour commencer. Oui, il y a Emmanuel Blais qui demandait à M. Tessier, pensez-vous que le Code civil devrait être modifié par le projet de loi pour permettre aux parents d'accompagner, aider, conseiller les jeunes de 14 ans qui travaillent? Oui, bien, merci pour la question. Merci pour la question. Puis ça revient un peu à ce que j'abordais pendant la présentation. Puis c'est un des questionnements que nous, la commission, on a ouvert dans les représentations qu'on a faites tant au CCTM qu'au ministère du Travail, puis on va présenter dans le cadre de l'étude du projet de loi. C'est que si cette présomption de majorité-là à 14 ans, elle entraîne, on pense, plusieurs effets pervers, puis on en a nommé quelques-uns. Mais en même temps, on ne veut pas, ça fait bizarre à dire, mais on ne veut pas infantiliser les enfants non plus. Parce que puis Pierre y référait, un jeune de 15 ans, il y a des jeunes de 15 ans, de 13 à 14, il y a des niveaux de maturité très différents. Mais c'est sûr, certain, de complètement exclure le parent de l'équation du travail, du monde du travail. Il faut se poser la question, c'est est-ce qu'il y a un rôle atténué? Encore là, puis désolé, mais c'est l'avocat en moi qui ressort, mais dans le Code civil, un mineur ne peut pas s'émanciper, donc devenir majeur avant 16 ans.
Donc, tu sais, quand je vous disais là, qu'il y a différents âges comme ça, dépendamment quel regard tu portes, c'est un petit peu difficile à suivre. Des fois c'est 16, des fois c'est 14. Bon, on n'est pas là-dedans, mais la responsabilité criminelle pénale, c'est 12 ans. Donc, on se promène, on navigue. Et ça aussi, peut-être que cette réflexion-là qu'on a sur le travail des enfants, bien, on l'accompagne sur qu'est-ce que ça veut dire être un enfant, donc un moins de 18 ans, donc 14-18 au travail. On devrait peut-être dire le travail des jeunes plutôt que le travail des enfants, puisque quand on parle de 14-18, on parle de travail des jeunes. Donc, ce travail-là des jeunes, quand même que le parent il jette un coup d'œil, il a un droit de regard. Surtout 14-16, on est en fréquentation scolaire obligatoire. Tu exclus le parent de l'équation du travail, mais tu l'assujettis à une obligation de fréquentation obligatoire. Puis si les jeunes, je pousse à l'extrême, si les jeunes ne fréquentent pas obligatoire, le parent peut se faire signaler à DPJ parce que c'est un motif de compromission. Voyez-vous l'absurdité? Le jeune est autonome à temps plein en vertu du Code civil pour ce qui se passe au travail, mais le parent est responsable parce que son jeune travaille trop. Ouais. Merci, Philippe-André. Est-ce que vous aviez, c'est une question quand même plus sur le cadre légal, là, mais si Diane et Pierre, vous avez quelque chose à rajouter, ben bon, ça nous laisse. C'est juste de dire que c'est une question très, très importante. On s'y perd effectivement actuellement et c'est très complexe. Et merci, Philippe-André, pour l'explication. C'est vrai, merci. On va prendre une dernière question. Mireille, je te laisse la parole. La dernière question serait de Sylvie Poirier. Elle demande, dans un idéal, pourrions-nous penser à encadrer systématiquement le travail chez les moins de 16 ans en exigeant que les employeurs s'inscrivent obligatoirement à un programme ministériel spécifique, du programme qui pourrait favoriser une forme d'éducation et de sensibilisation aux saines pratiques de travail respectueuses du concept des heures productives? Une question intéressante. Est-ce que quelqu'un veut se mouiller pour... Moi, je suis d'accord, mais je vais passer la balle à Diane. Ah, merci, Pierre. Je suis curieux. Oui, merci de me lancer le ballon. Écoutez, en fait, la Chambre, on ne s'est pas encore positionné sur toute la question du travail chez les moins de 14 ans. Puis, on va recevoir le projet de loi, on va l'étudier, on va aussi se fier sur les experts comme Philippe-André qui est dans le domaine. Donc, je ne voudrais pas m'avancer sur, au nom des employeurs, qu'est-ce qui serait pertinent ou qui pourrait faire. On va plutôt s'appuyer sur qu'est-ce que les experts nous proposent ou nous suggèrent ou nous recommandent. Merci, Diane. Juste pour ceux qui s'intéressent tout particulièrement à la question là, des permis, le meilleur endroit pour aller voir, c'est sur le site du gouvernement de la Colombie-Britannique, comme je vous disais, qui vient juste de moderniser ses dispositions à cet égard-là, puis qui, elle, contient cette obligation-là. Mais encore là, c'est pour eux, ils ont travaux légers, travaux non légers. Fait évidemment, on faut comparer ce qu'on compare. Cela dit, eux ont un modèle de permis. Et donc, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez aller sur votre moteur de recherche préféré et aller sur le site du gouvernement de la Colombie-Britannique. Merci, Philippe-André. Si jamais on va nous-mêmes aller sur notre moteur de recherche préféré, le trouver et l'ajouter à la liste des ressources qu'on va vous envoyer parce que je suis certaine que plusieurs des participants sont curieux ou vont vouloir aller le consulter. Juste avant de terminer, j'ai vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de questions sur l'outil Je Concilie. C'est un outil, en effet, qui est utile, qui a été utilisé à de nombreuses reprises, mais là, qui est en train d'être refait. Donc, il y a une nouvelle version qui devrait être disponible en avril-mai, qui a été simplifiée, qui a été bonifiée. Moi, j'ai pu voir un aperçu, là, c'est vraiment super. Fait que c'est un outil qui peut aider les jeunes à évaluer si leur conciliation et études de travail est problématique ou pas. Puis ça donne des ressources aussi. Là. C'est vraiment un super outil dont on va faire la promotion. Là. C'est créé par nos collègues du CREPA au Saguenay, puis des autres, pas exclusivement, là, mais des autres institutions en persévérance scolaire à travers le Québec. Donc, ça fait partie de notre dossier documentaire. Puis, vous allez
n'est pas encore prêt, mais quand il sera prêt, on va vous donner le site pour y accéder. Puis, il y a en effet, là, je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une section parents. Bien, Lisa Campo, qui est notre collègue en Estrie, nous dit qu'il va y avoir une section parents de compris dans jecontinue.com. Il y a aussi une section intervenants, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un outil utile. Avant de terminer, je veux remercier chaleureusement là, au nom de toute l'équipe de RRM, nos panélistes. Là, vraiment, là, ça a été une conversation enrichissante, instructive, inspirante. Puis j'ai hâte de reparler avec vous, de voir la suite avec les changements qui sont annoncés au niveau de la réglementation, la nouvelle réglementation. Ça va être un dossier vraiment intéressant à suivre. Puis juste avant de se quitter, juste à titre de rappel, on va vous envoyer un courriel avec le lien de rétribution du webinaire, notre dossier thématique, une liste avec des ressources pour aller plus loin, y compris celles dont Philippe André nous a parlé. Donc, vous allez recevoir ça d'ici la fin de la journée ou de la semaine, ça, je ne sais pas, de la journée que ma collègue me dit. Puis, vous allez aussi recevoir dans ce courriel-là un formulaire d'évaluation. On vous invite à le remplir en grand nombre parce que c'est toujours utile pour nous, pour s'améliorer, puis vraiment d'y aller en fonction des besoins de nos partenaires puis de nos participants. Si ce n'est pas fait, on vous invite à vous inscrire aussi à notre chaîne de, c'est pas une chaîne de lettres, infolette, chaîne de lettres, ça sonne moins bien, disons, de vous inscrire à notre infolette pour savoir les prochains webinaires, puis les prochains webinaires qui sont prévus, puis les prochaines actions. Puis sinon, il me reste à vous souhaiter une excellente journée à tous, puis une bonne fin de la semaine de la persévérance scolaire. Merci encore beaucoup à nos invités, c'était vraiment intéressant. Puis en espérant que la nouvelle loi appuie encore plus nos jeunes. Puis merci. Passez une belle journée. Merci. Au Merci. revoir. Merci tout le monde. Merci. Salut tout le monde.